parle. L'Observatoire des armements, c'est un centre d'expertise né de la société civile, qu'on a créé donc maintenant il y a un peu plus de 30 ans, pour justement essayer de fournir des éléments un peu précis et pas simplement rester dans l'idéologie, bon, tout le monde est pour la paix, mais voir concrètement comment ça se passe et quel est le rôle de la France, surtout dans ce domaine-là. Et on intervient principalement dans deux directions. Tout ce qui est industrie d'armement, transfert d'armement, donc et coopération militaire, qui sont bon, très liés, et tout ce qui est élimination des armes nucléaires, avec un petit volet spécifique sur qu'on a développé sur les conséquences des essais nucléaires, sur lequel on a fait aussi un gros travail. Donc nous, on n'est pas au niveau de l'Observatoire des armements des spécialistes du conflit israélo-palestinien ou du conflit du Moyen-Orient en tant que tel, mais plutôt, bon, des experts, entre guillemets aussi, je mets parce que le mot expert est tellement galvaudé, ou des spécialistes, ou des connaisseurs, en tout cas, des processus au niveau des transferts d'armement et de la coopération militaire, en partant toujours de la France, pas pour des raisons idéologiques ou je ne sais quoi, mais parce que c'est là aussi où après on peut faire un travail de plaidoyer pour essayer de faire bouger les choses, parce que l'intérêt, c'est pas de comprendre ce qui se passe, c'est de comprendre pour pouvoir faire changer après la situation. Donc nous, par rapport à cette coopération militaire mise en place entre la France et Israël, c'est à partir du conflit de 2008-2009 de Gaza qu'on a commencé à travailler sur cette question-là pour voir d'où venaient les armes utilisées par Israël. Donc là, on a fait un premier travail avec un autre organisme en Belgique, le GRIP, qui a débouché sur un livre qui s'appelle « Qui arme Israël et le Hamas », signé aussi avec Amnesty, mais Amnesty, la section belge, pas la section française, qu'on a publié en 2009. On a aussi travaillé pour le tribunal Bruxelles pour la Palestine, là aussi autour de la première session qui était à Barcelone sur les relations Israël-Europe, avec justement donc quels étaient les échanges militaires qu'il y avait entre Israël et l'Europe. Donc déjà, voilà, pour donner un peu le cadre dans lequel nous on s'est intéressé à cette question-là, toujours avec cet angle de pouvoir faire bouger les choses en France par rapport à ce sujet-là. Donc, je pense que ça, vous le savez tous, le secteur de l'armement est un secteur particulièrement opaque, difficile, sur lequel, en tout cas en France, c'est pas le cas dans tous les pays, on n'a aucun débat social, démocratique sur ces questions-là. C'est un sujet confisqué essentiellement par l'exécutif, au plus haut quoi, au niveau Élysée, ministère de la Défense, ministère des Affaires étrangères, et dans lequel l'instance, je dirais, intermédiaire, le Parlement, les parlementaires, qui devraient servir d'instance intermédiaire entre les décisions de l'exécutif et le débat social, l'ensemble de la société, n'a pratiquement aucun rôle, si ce n'est un rôle, j'ai envie de dire, d'enregistrement, qu'un rôle réel de lieu d'élaboration d'une véritable politique en la matière. Donc, bon, ce qui expliquera après sur un peu les pistes d'action qu'on pourra proposer ou qu'on a évoquées au moment qu'on a lancé ce projet avec la plateforme. Donc, pour la France, l'enjeu de la coopération, hein, pour le cadrer d'emblée, il a été défini parce qu'il y a quand même de l'information qui circule, même si c'est un secteur opaque, il y a de l'information qui circule, mais après il faut pouvoir la décrypter et la réintégrer effectivement dans une perspective. Pour la France, ouais, selon le ministère de la Défense, qui répondait d'ailleurs à une question d'un parlementaire, c'est de maintenir, enfin donc ouvrez les guillemets, de maintenir en matière d'armement une relation suffisamment active pour permettre d'identifier les domaines où l'expertise israélienne est unique et utile pour notre pays, tout en demeurant extrêmement vigilant sur des propositions de coopération dans des domaines très sensibles ou pour lesquels nos industries sont en concurrence frontale.
Donc là, ça cadre enfin, ça donne le cadre de comment est organisée politiquement pour le pouvoir cette coopération. Concrètement, hein, les domaines qui relèvent pour l'essentiel sur un plan industriel, c'est des systèmes de drones, missiles, spatial, sans oublier bien évidemment tout ce qui est le renseignement sur lequel on a peu d'informations, et surtout depuis quelques années, justement dans le cadre de cette nouvelle organisation du système de gouvernance au niveau international, le partage du savoir-faire sur l'intervention dans les zones urbaines, sur lequel Israël a une nette avance par rapport aux forces de sécurité françaises. Et pour Israël, les relations avec la France, comme avec les autres pays européens d'ailleurs, sont recherchées parce que d'une part, elles lui permettent de positionner son industrie sur le sol européen, donc de vendre du matériel. Donc, bien évidemment, pour elle, d'un point de vue économique, c'est quelque chose d'important. Et puis surtout, aussi, c'est d'ailleurs le ministère français de la Défense qui le notait dans une réponse, dans une intervention, l'intérêt israélien pour le système français de commandement interarmé des opérations spéciales, parce que la France, même si elle n'a pas moins de pratique qu'Israël en zone urbaine, a quand même une pratique militaire d'intervention assez forte, bon, issue de la guerre d'Algérie pour une part, mais aussi les interventions qu'elle pouvait mener en Afrique, notamment. Mais pour Israël, ce qu'on se rend compte quand on travaille là-dessus, c'est que l'enjeu, plus qu'au niveau économique, et surtout au niveau politique, de façon à éviter d'être trop isolé sur la scène internationale, et donc de pouvoir se prévaloir du soutien des puissances occidentales pour mener la politique qu'il veut mener à l'intérieur, sur place, vis-à-vis des Palestiniens. Oui, c'est surtout à la fois, bien sûr, il y a toujours la dimension économique de rentabilisation des investissements militaires qui sont très très importants en Israël, mais c'est surtout une dimension politique. Alors que nous, pour la France, c'est vraiment, enfin pour l'exécutif, c'est dans sa manière de voir les choses, c'est surtout récupérer l'expérience acquise par Israël en la matière et vraiment pouvoir en profiter, en bénéficier, entre guillemets, pour ces interventions, même si ça ne marche pas toujours comme elle veut. C'est évident que la France a été le premier, le plus important pendant une vingtaine d'années au niveau d'Israël, des années dès la création d'Israël, donc dès 48 jusqu'aux années 70. Les relations étaient plus que fortes entre les deux pays à tout niveau, et des relations pas seulement à sens unique, c'est-à-dire la France fournissant à Israël du matériel, mais aussi un partage, je dirais, technologique au niveau des ingénieurs, Israël venant même aidant la France à améliorer, entre guillemets, un certain nombre de ses produits au niveau notamment des avions, des missiles, et au niveau du nucléaire, où ils avaient aussi des ingénieurs de très haut niveau, puisqu'ils ont toujours misé beaucoup sur le développement technologique, sur l'excellence technologique, comme ils parlent dans leur langage à eux, pour pouvoir assurer une domination dans la région, pour assurer leur place dans la région. Et ce développement-là, bien évidemment, était quelque chose qui intéressait les ingénieurs français qui pouvaient rencontrer des problèmes sur certains domaines. Et donc, il y avait des véritables échanges. On n'était pas simplement dans une coopération à sens unique, comme la France a pu avoir avec d'autres pays, notamment en Afrique, pendant toute cette période-là. Et c'est surtout sur le nucléaire que ça s'est le plus joué, puisque... Bernard l'a un petit peu évoqué, les États-Unis n'étaient pas favorables à ce qu'il y ait beaucoup de puissances nucléaires, enfin beaucoup de puissances qui acquièrent l'arme nucléaire à l'époque, et cherchaient à freiner, y compris la France, ne transmettait pas un certain nombre d'informations, essayait de bloquer ces informations-là, ou ces aides-là, ces technologies-là, et
La coopération qui s'est mise en place, donc beaucoup après Suez, bien évidemment, les accords qui sont mis en place, c'était vraiment des échanges entre techniciens, entre ingénieurs, pour aider la France à déboucher, parce qu'elle rencontrait des blocages sur la mise en place de son arme nucléaire, parce que c'est des technologies quand même assez complexes, hein, bien évidemment. Et tout en lui apportant non seulement une usine pour production de plutonium, mais surtout une usine d'enrichissement pour pouvoir l'enrichir et de façon pour qu'Israël puisse aussi fabriquer ses bombes. Et en règle générale, ce qui détermine qu'un pays ait une puissance nucléaire, puisque Israël ne reconnaît pas être puissance nucléaire en tant que telle, c'est le fait de faire des essais nucléaires. Et évidemment, Israël dit toujours « je n'ai jamais fait d'essais nucléaires », il s'abrite toujours derrière ça pour dire « nous, on n'introduira pas en premier, selon la formule, l'arme nucléaire dans la région du Moyen-Orient ». En fait, les ingénieurs israéliens étaient présents pendant les essais algériens, et donc ça leur a permis d'emmagasiner une expérience en la matière, de façon à pouvoir réellement développer leur arme nucléaire. Il y a aussi avec l'Afrique du Sud, mais du temps de l'apartheid, où il y a eu des arrangements, mais c'est surtout avec la France que ça a permis. Et cette coopération, elle ne s'est pas arrêtée tout de suite au moment de l'embargo. L'arrêt de la coopération s'est plutôt fait autour des années 70, donc elle rentre concrètement de manière effective, donc ça laisse quand même quelques années entre les deux où cette coopération s'est poursuivie. Et les raisons profondes qui ont fait que De Gaulle a voulu mettre fin à cette coopération, c'est pas tant une rupture par rapport à Israël, parce qu'Israël serait un pays, un État non fréquentable, mais c'était avant tout par rapport à sa propre conception qu'il avait de l'autonomie stratégique, et donc il voulait pas que la France puisse apparaître comme un pays dépendant d'un autre pays pour la constitution de sa force nucléaire. Et c'était aussi dans un souci de rééquilibrage avec les pays arabes, de façon à pouvoir, les pays arabes qui, eux, avaient l'énergie que la France était extrêmement dépendante, le pétrole, hein, très, très clairement. Et donc, ils voulaient rééquilibrer aussi par rapport à ça, de façon à pouvoir avoir aussi un accès facilité par rapport à l'énergie et par rapport au pétrole. C'est vraiment ces deux aspects qui ont fait qu'il a limité la coopération militaire dans un premier temps, hein, progressivement, et puis après qu'elle s'est quasi arrêtée, en gros, on va dire les années 70 et années 80, et il faut attendre l'arrivée de Mitterrand, donc en 81, pour que se renoue une coopération militaire de manière plus active entre Israël et la France, de manière totalement différente de la première coopération qui allait jusqu'à la première période de coopération, ça allait aller jusqu'à fournir des usines clés en main pour qu'Israël puisse constituer son industrie d'armement, bien évidemment. Et surtout, entre-temps, Israël était devenue une puissance militaire importante aussi, puisqu'elle avait développé sa propre industrie militaire, grâce après avec l'aide des États-Unis, dans des conditions aussi extrêmement favorables. Donc c'est avec Mitterrand que s'est renouée cette coopération. Mitterrand, qui était d'ailleurs à l'époque aussi de la première partie, puisqu'il était déjà ministre sous la 4e République, hein, et il était déjà impliqué à ce moment-là, mais c'est à ce moment-là que ça s'est remis en place. Une coopération qui était plutôt d'ordre technologique, c'est-à-dire c'était surtout des accords au niveau de la recherche qui ont été mis en place dès les années 80, 81, 82, puisque Mitterrand est allé en 82 en Israël faire un voyage d'État où se sont nouées, où se sont normalisées, on va dire renormalisées les relations entre la France et Israël sur le point de vue militaire et sécuritaire, et donc économique. C'était sur les technologies sensibles, hein, avions de reconnaissance, détection, laser notamment, où Israël avait acquis une avance
et où la France avait pris du retard, tout simplement, pour des raisons à la fois économiques et de choix qui avaient été faits à l'époque, où la France investissait énormément dans l'arme nucléaire qui lui coûtait énormément d'argent et avait pris du retard dans un certain nombre d'autres domaines, notamment tous les domaines qui sont maintenant devenus, dont on parle souvent, mais qui ont commencé à se mettre en place dès les années 70. Ils apparaissent sur la scène publique ou médiatique récemment, dans ces dernières années, mais c'est des systèmes d'automatisation en fait, qui ont été mis en place, qui ne concernent pas d'ailleurs que le secteur aérien, mais aussi le secteur naval et le secteur terrestre, qui ont démarré dans les années 70 et sur lesquels la France avait fait l'impasse, et qui a pu réacquérir ces technologies après de manière rapide ces dernières années, grâce justement à l'avance israélienne et aux accords technologiques qui avaient été menés, qui avaient été conclus sous Mitterrand. Donc on est toujours dans une coopération, pas à sens unique, mais une coopération à double sens, une coopération gagnant-gagnant, où chacun amène où chacun cherche à voir à la fois quel est son intérêt, bien évidemment, pour acquérir les technologies sur lesquelles l'autre État est en avance, et inversement, essaye de lui vendre ou de lui procurer les technologies sur lesquelles lui-même a acquis une avance, de façon à avoir les systèmes d'armes les plus perfectionnés, bien évidemment, puisque le but de cette coopération, c'est de développer aussi cette qui n'est pas seulement une croyance, mais aussi une pratique de croire que par la technologie, on va régler les problèmes politiques et que par une technologie de plus en plus forte, on arrivera à dominer les sociétés. Donc effectivement, à partir de Mitterrand, les relations vont régulièrement se développer, plein d'accords vont être signés, des conventions pour encourager justement les investissements. Fabius en 84 crée une association franco-israélienne pour la recherche scientifique et technique. Donc il y a une mission la même année, une mission France-israélienne, une maison France-Israël est mise en place pour accueillir les entreprises israéliennes quand elles viennent à Paris et pour pouvoir nouer des relations avec les entreprises françaises sur le domaine militaire. On a aussi et ces accords se poursuivent même après, quand on est en période de cohabitation ou de changement de gouvernement, hein, bien évidemment. Des séries d'accords sont développées. Il y a même en 1994 un accord cadre de coopération en matière de recherche et de technologie militaire, hein, qui a été renouvelé après en 2006 par Alliot-Marie, quand elle était ministre de la Défense. Donc, même cet accord cadre, d'ailleurs, quand il avait été signé, avait mécontenté les Palestiniens, bien évidemment, sans doute, mais aussi les industriels français de l'armement qui s'inquiétaient des répercussions que ça pouvait avoir par rapport, bien évidemment, aux acheteurs arabes, puisque la France, au niveau économique, dans le développement de ses exportations d'armes, s'est tournée vers les pays du Golfe pour l'essentiel, qui n'ont pas développé une propre industrie d'armement comme a pu le faire Israël entre autres, mais n'ont pas développé leur industrie d'armement et achètent toutes leurs armes à l'extérieur. Et la France est devenue un des principaux fournisseurs d'armes dans cette région. L'Arabie Saoudite, actuellement, elle achète à peu près le quart des armes vendues par la France. Un seul pays achète le quart des armes. Là où la coopération militaire va prendre un tournant, hein, pour aller vite, c'est effectivement avec l'arrivée de Sarkozy en 2007, où là, on sera plus seulement sur une coopération militaire au sens strict du terme, c'est-à-dire entre les industries d'armement, entre les ministères de la Défense, mais va se mettre en place une coopération au niveau sécuritaire, donc impliquant aussi les ministères de l'Intérieur, donc et les services de renseignement.
c'est sous Sarkozy que ça va se développer. Alors bien évidemment, dans un changement de contexte aussi politique au niveau international, avec bon, l'apparition du terrorisme comme ennemi désigné, signé en 2008. C'est un accord de coopération entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de l'État d'Israël sur la lutte contre la criminalité et le terrorisme. Et comme chaque fois, on mélange, oui, en 2008. Donc, ratifié par, il a été signé précisément, c'est lors de la visite de Sarkozy en Israël, du 22, quand il a été, du 22 au 24 juin de 2008. Et Israël l'a ratifié en décembre 2008. Et nous, en France, effectivement, la ratification a été suspendue, mais pour autant, il a appliqué, qui est en partie mise en œuvre. Bien évidemment, même si justement, on ne sait pas de la manière précise dont il est mis en œuvre. Du côté israélien, il y a de temps en temps des informations qui sortent sur bon, des manœuvres communes, des formations communes qui ont pu être mises en place entre les forces de police notamment ou les forces de renseignement. Côté français, ils refusent toujours de confirmer ce type de relation, sauf récemment, puisque suite à l'assaut de Saint-Denis, donc après les attentats en novembre, c'est le patron du RAID, donc le service d'intervention qui est intervenu à Saint-Denis, a reconnu à la radio, c'était sur RTL si je me trompe pas, que les forces qui étaient intervenues donc à Saint-Denis et la tactique utilisée à Saint-Denis pour intervenir, avec les résultats qu'on sait, je ne reviens pas là-dessus, c'est en Israël qu'ils avaient été se former. Et c'est la première fois à ma connaissance, hein, dans tout ce qu'on a pu nous suivre sur toutes ces années, qu'un officiel reconnaissait de manière aussi claire qu'ils avaient été acquérir leur savoir-faire auprès des Israéliens. Et bien évidemment, le contexte d'utilisation ne fonctionne pas de la même manière. On a vu les dégâts que ça avait fait. Bon, on connaît les dégâts que ça fait en Israël, hein, bien sûr, la manière dont l'armée israélienne intervient. Mais justement, suite à ces informations-là, est allé en Israël rencontrer ceux qui avaient formé les militaires français, enfin il leur aide, et qui a dit mais non, ils ont mal appliqué la méthode. S'ils avaient appliqué vraiment la méthode qu'on leur avait apprise, alors, je caricature à peine enfin, cette émission-là, ça ne serait pas passé comme ça. Si voilà. Parce qu'après, pour pouvoir essayer de faire bouger les choses, parce que le problème c'est pas de savoir pour savoir, mais si on veut essayer d'intervenir et de faire bouger les choses et d'impliquer les parlementaires et d'arrêter ce type de coopération et ce type entre guillemets d'échange de savoir-faire entre les forces israéliennes et les forces françaises, il faut aussi qu'on ait des éléments de reconnaissance de leur part, parce que sinon notre discours ou nos campagnes qu'on peut mener ne débouchent pas et n'arrivent pas à peser. Pour revenir sur les échanges au niveau de l'industrie d'armement, puisque là on a quand même quelques éléments d'information qui nous sont fournis sur les ventes d'armes que la France, les ventes de matériel militaire que la France fait à Israël. On l'a dans ce sens-là. On ne l'a pas dans l'autre sens, donc tous les ans, la France publie depuis les années 2000 un rapport sur les exportations qu'elle fait de matériel militaire, un rapport donc qui détaille par pays ces exportations-là, en termes de somme, en termes financiers bien évidemment, pas en termes de type de matériel qui est développé, ce qui est aussi un problème, mais qui permet d'avoir un peu de transparence et de pouvoir après faire un travail
d'interpellation, bien évidemment, relayée par les parlementaires. Donc c'est vrai que selon les années, hein, puisque bon, le matériel d'armement, c'est des contrats qui sont toujours sur... qu'il ne faut pas analyser année par année, mais qui sont des contrats qui sont toujours sur plusieurs années, qui plutôt travailler sur 5-10 ans pour mesurer un petit peu les évolutions. Le volume d'armes qui est vendu par la France à Israël n'est pas très important en termes de volume. Par rapport à, si on compare, bien évidemment, par rapport à ce qu'on peut vendre aux pays du Moyen-Orient. Il se monte à peu près, la moyenne, sur les 5 dernières années, elle est autour de 20 millions d'euros ces dernières années. Donc ce qu'on vend à Israël ne représente pas énormément en termes pourcentage, puisque c'est au niveau mondial, enfin au niveau de ce qu'on vend sur le monde, ça fait, j'avais calculé le chiffre, 0,24% de ce qu'on vend dans le monde, et par rapport aux livraisons d'armes vendues au Moyen-Orient, ça fait 0,4% de ce qu'on vend au Moyen-Orient. Mais pour autant, la question qui se pose, elle n'est pas celle des montants financiers, elle est celle du type de matériel qui est vendu. Et là, c'est là où la France, bon, il y a une spécificité du matériel qui est vendu, mais ce qui n'empêche pas de poser des problèmes au niveau juridique, responsabilité des engagements qu'on a. C'est pas du matériel fini, c'est-à-dire qu'on ne vend pas des canons ou des munitions entièrement finies, on vend que des composants. Autant la France a acheté à Israël des drones, et encore c'est pareil, elle a acheté des plateformes drones sur lesquelles elle a mis ses propres caméras ou ses propres instruments de surveillance. Là pareil, nous ce qu'on vend à Israël, parce que la France vend à Israël, c'est des composants. Donc elle s'abrite derrière ça pour dire c'est que des composants, donc ça ne nous engage pas de la même manière. Après ce qu'Israël fait de ces composants, c'est le problème d'Israël, c'est pas le problème de notre responsabilité en tant qu'exportateur. Déjà en 2008-2009, on avait trouvé à Gaza des composants sur lesquels c'était marqué Made in France. Et aussi, donc la dernière opération en 2014, donc il y a eu des composants retrouvés sur un toit, notamment après des gamins, d'ailleurs, c'est même pas toute la famille des gamins a été tuée par des missiles. Il y avait des composants qui ont été trouvés et gardés par les gens sur place, marqués très clairement Made in France dessus. Ça a permis après donc un travail qui a été fait avec la CAT de pouvoir entamer une poursuite contre le producteur, qui est Excelia. La plainte a été déposée récemment, avec peu de chance qu'elle aboutisse, mais qui va permettre de poser la responsabilité. Parce que d'un point de vue théorique, en France, le régime qui correspond aux ventes d'armes, c'est le régime de prohibition. Théoriquement, toute vente d'armes, toute production d'armes est interdite, sauf autorisation, ce qui est le système qui a été mis en place pour que l'État contrôle toutes les exportations, toute la production d'armement, et c'est lui en tant que tel qui en est responsable. Même si là, la poursuite s'est faite contre l'entreprise. Théoriquement, c'est l'État, chaque fois qu'il y a une exportation d'armes, qui délivre, enfin c'est pas théoriquement, c'est pratiquement, qui délivre une autorisation prise par une commission dans laquelle c'est le ministère de la Défense, le ministère de l'Économie, le ministère des Affaires étrangères, et les représentants de l'État, de l'Élysée et du Premier ministre. C'est le Premier ministre qui signe l'autorisation d'exportation, quel que ça soit un composant, que ce soit un char entier ou un Rafale, ou un avion de combat à Rafale. Quel que soit, c'est obligatoire. Et c'est pour et ce qui veut dire que ça, quand on retrouve que ces armes-là, malgré les engagements pris par la France, parce que la France dit, nous on a signé tous les engagements existants au niveau international, on participe aux différents engagements internationaux en la matière. Donc c'est des engagements au niveau français, donc c'est cette loi de prohibition. Au niveau européen,
Il y a une position commune sur les exportations d'armement qui a été prise progressivement depuis la première guerre du Golfe, d'ailleurs depuis les années 91, qui est devenue juridiquement contraignante, qui prévoit un certain nombre de critères qu'on doit examiner avant chaque vente d'armes, que les États doivent examiner avant chaque vente d'armes, dans lequel il dit que les armes ne doivent pas servir à commettre des violations des droits humains, ne doivent pas servir à alimenter des conflits régionaux, notamment, ou d'être vendus à des pays qui ne respectent pas le droit international humanitaire. Donc ça, tous ces arguments-là sont évidemment balayés et pas respectés par la France. Les conventions de Genève prévoient aussi un mécanisme qu'on ne doit pas aider un pays à commettre des violations la violation des conventions de Genève, que là, la France non plus ne respecte pas. Et depuis, il y a aussi maintenant, bon, mais qui ne s'applique pas pour les conflits précédents, depuis 2014, est rentré au niveau international un traité sur le commerce des armes, qui reprend un petit peu la dynamique de l'Union européenne, c'est-à-dire aussi des critères que les États doivent examiner. Un traité qui a été signé par la France, qui a été signé par Israël aussi, qui a le mérite d'exister, bien évidemment, parce que c'est un travail qui a été fait par les ONG qui ont abouti sur ce traité-là, mais qui confie aux États de s'autoréguler en la matière. Et il n'y a pas d'instance chargée de vérifier comment les États appliquent ce traité, et du coup qui pourrait sanctionner, qui pourrait déjà dénoncer et sanctionner au niveau international les États qui ne respecteraient pas ce traité. Et c'est un peu la même chose au niveau de la position commune de l'Union européenne. Elle est juridiquement contraignante pour les États, mais c'est les États qui sont chargés de s'auto-contraindre. Sur l'automatisation, tous les travaux qui ont lieu sur l'automatisation, on le présente actuellement sous les bienfaits civils que ça va procurer. Évidemment, avec des voitures se conduisant toutes seules ou je ne sais quoi. Mais à la source de ces recherches-là, c'est toute la robotisation de la guerre qui est en jeu et le fait de le présenter comme des conséquences civiles, c'est pour pouvoir abonder après les financements sur ces recherches-là, mais l'origine, elle est d'abord militaire. Et si on le présentait parce que c'est pour pouvoir créer des robots qui vont tuer directement sans mettre en jeu nos propres soldats, évidemment, ça serait plus difficile d'obtenir les mêmes crédits. Mais du coup, c'est plus difficile de mener des vraies campagnes. Effectivement, dans les salons, dans les trucs, on le présente toujours comme défensif et jamais comme offensif. C'est le même, qu'il soit offensif ou défensif. Là où se fait la distinction au niveau, y compris des textes, au niveau du droit international, c'est sur l'usage qui est en effet. C'est pas sur le type d'armement, mais sur l'usage qui est en effet. C'est là-dessus que le droit international humanitaire, les conventions de Genève, sont basées, et c'est là-dessus qu'il faut agir. C'est pas Dassault, Thales ou MDBA ou je ne sais quelle entreprise qui les vend. C'est l'État français en tant que tel qui les vend. C'est-à-dire chacun de nous. Que nous, on peut essayer, dans la mesure où on est en France, d'agir pour essayer de faire changer les choses en appuyant là justement où, j'ai envie de dire, là où ça fait mal. Ça a été fait par rapport à l'achat des drones. Et c'est vrai que maintenant, la France, bon, sur les derniers achats de drones, les a achetés aux États-Unis, ou a contourné l'achat de drones directement à des entreprises israéliennes par le biais de mise en place d'accords qui ont pu être faits, parce que le dernier drone qui a été acheté à Sagem, c'est un drone qui malgré tout a été fait au départ grâce à une coopération avec Elbit, l'entreprise israélienne. Mais maintenant, Elbit n'est plus appliqué. L'entreprise Sagem a intégré le savoir-faire des Israéliens et donc a pu vendre un produit qu'elle dit français. Même si, bon, c'est plus ambigu. Et il y a un nouveau appel d'offres qui a été lancé sur des mini-drones pour les forces de sécurité, dans lequel Israël de nouveau est en concurrence avec des entreprises françaises. Mais certaines des entreprises françaises qui sont aussi qui répondent à cet appel d'offres ont acquis ces technologies grâce à des accords qu'elles ont eus avant avec les entreprises israéliennes. Au niveau de la transparence que les questions se posent, et donc au niveau de l'implication du Parlement, dont c'est le rôle du Parlement, c'est de contrôler l'activité du gouvernement, normalement.
Donc c'est d'arriver à obtenir, et c'est des choses qui sont, de notre point de vue, gagnables, de demander un moratoire de cette coopération en attendant, et la mise en place d'une mission d'information sur la réalité de cette coopération. Parce que les parlementaires éventuellement signent les accords ratifient les accords au moment où ils sont signés, mais une fois qu'ils sont signés, rien n'est fait pour suivre la mise en œuvre des accords de coopération. Alors que ce qui est important, bon, il y a un débat à avoir sur le contenu des accords, bien évidemment, mais ce qui est l'enjeu le plus important, c'est la mise en œuvre de ces accords. La manière dont ils sont mis en œuvre, et sur lequel il faut agir pour pouvoir, y compris les suspendre, de mettre une pression aussi sur le gouvernement français, qui sait bien que c'est un sujet sensible et qu'il faut faire attention à la manière dont cette coopération se passe, et qu'il faut que, justement, on en sache le moins possible. Et c'est, je crois, la meilleure manière qu'on a, nous, d'intervenir sur la demande, je dirais, d'embargo militaire posée dans le cadre de BDS, posée par les Palestiniens.